Fonction. Ok, vous, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Fondation Batonga dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Je rappelle que la Fondation Batonga est une organisation internationale qui, à travers sa vision, envisage un monde plus sûr, plus sain et plus équitable dans lequel toutes les filles et toutes les femmes peuvent s'épanouir. Et pour y arriver, elle s'est fixée pour mission de doter justement les filles et les femmes les plus aux violences émergentes, soulignant les inégalités persistantes. Lutter donc contre les discriminations basées sur le genre contribue à réduire les inégalités. Au cours de ce webinaire, nous aurons le privilège d'entendre et d'échanger avec des expertes et des experts et des intervenantes et intervenants communautaires de partager vos connaissances et expériences. Nous vous encourageons à une participation active à travers vos questions, vos commentaires que vous pouvez laisser dans le chat en attendant l'espace pour les poser directement. Ensemble, nous aspirons à créer un espace où chaque voix compte, où la vie de chaque fille et de chaque femme compte, où chaque perspective enrichit notre compréhension collective et où chaque participante et chaque participant contribue à bâtir un avenir où les filles et les femmes rurales du Bénin vivent libres de toute forme de violence. Merci de vous joindre à nous dans cet engagement commun en faveur de l'égalité, de la dignité et du respect des droits fondamentaux de toutes les filles, de toutes les femmes, où qu'elles soient. Je nous souhaite un webinaire enrichissant et inspirant. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice pays de la Fondation Batonga. Je rappelle que vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'égalité et l'équité des genres, également dans l'autonomisation économique des femmes. Merci de rester avec nous. Je retiens une phrase forte. La Fondation Batonga croit en un monde où chaque fille et chaque femme rurale peut s'épanouir. Merci donc de rester avec nous. Pour poursuivre avec la discussion autour de notre thème, les filles et les femmes rurales béninoises face aux violences émergentes. Pour mieux comprendre ce thème, de quoi il est question exactement, je vais d'abord me tourner vers la première panéliste, Madame Nonorou, pour vous poser la question suivante. Quelles sont selon vous, lorsqu'on parle de violences émergentes, quelles sont selon vous les principales violences émergentes auxquelles les filles et les femmes rurales béninoises sont confrontées et comment ces violences émergentes se manifestent-elles? Madame Honorou, vous avez la... Merci, Madame la modératrice. Les violences émergentes sont nombreuses. Néanmoins, il y a quelques-unes qui sont principales et qu'on retrouve à tous les niveaux, qu'il s'agit des femmes rurales ou des femmes en milieu urbain. Ces violences s'infligent à ces victimes au quotidien. On peut citer déjà les violences gynécologiques et obstétricales, les violences afférentes à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, les violences faites aux naissants en général et aux fœtus en particulier, et les violences aussi spirituelles qui sont juste là, un peu méconnues. Par rapport à la manifestation de ces violences, j'irai étape par étape. Je vais commencer par la première catégorie que j'ai évoquée, c'est-à-dire les violences gynécologiques et obstétricales. Ensuite, j'aborderai les autres catégories. Parlant des violences gynécologiques et obstétricales, je vais d'abord présenter quelques exemples de violences gynécologiques et ensuite j'aborderai les violences obstétricales. Pour les violences gynécologiques, souvent, les professionnels de santé sont mis en cause, mais infligent des comportements, des actes, des omissions, des abstentions qui conduisent à l'infantilisation de la femme ou de la fille, à l'appropriation de son corps ou à un traitement déshumanisant, toutes choses qui impactent négativement la santé ou la qualité de vie.
Et cela se passe aussi avec les autres violences. Concrètement, quand on parle de violence gynécologique, beaucoup se posent la question de savoir de quoi s'agit-il. En allant en détail, on prend l'exemple d'une fille ou d'une femme qui va en consultation gynécologique. Nous allons constater dans mes descriptions que souvent, les actes médicaux qui sont inscrits dans les protocoles sont constitutifs de violences gynécologiques, mais sont méconnus la plupart du temps par les professionnels de santé, mais aussi par les victimes qui subissent, disons les filles et les femmes qui subissent de telles violences. Vous allez savoir que quand on va à l'hôpital, souvent, on rencontre l'aide-soignant d'abord qui dit déshabillez-vous, couchez-vous sur la table en position gynécologique. Lorsqu'on va en consultation gynécologique, c'est pour un but visé. Mais toutes les consultations gynécologiques n'ont pas besoin de ce que la femme doit se déshabiller ou de ce que la femme doit se coucher en position gynécologique. Quand on va plus loin, les touchés vaginaux, les touchés rectaux, non consentis, imposés ou traumatisants sont constitutifs de violences gynécologiques. Et quand on va plus en détail, lors d'un toucher vaginal, le prestataire de soins peut tripoter le clitoris de la femme, par exemple, contre son gré, peut tripoter les cul-de-sac de Douglas, c'est que c'est des invaginations et lors du contrôle de certains examens vaginaux, on essaie de palper, d'appuyer, mais d'autres en abusent. Quand on va plus loin, la femme qui vient, on lui impose la contraception, par exemple. Parfois, on va jusqu'à lui faire une stérilisation forcée. Mais toutes ces choses se trouvent, tous ces actes sont documentés dans des protocoles. Et quand on pose la question au prestataire, il dira qu'il est en train de respecter les protocoles de soins. Et pour une femme ou une fille qui connaît ses droits, c'est qu'on ne devait pas réaliser ces actes sur son corps, sans son consentement, sans sa volonté. Mais au quotidien, nous sommes face à ces choses-là. Un autre exemple qui paraît très simple, qui paraît légal, mais qui a besoin d'une attention particulière, c'est le contrôle de la virginité de la petite fille. Qu'il s'agisse de femmes intellectuelles ou de femmes rurales, on est amené souvent à amener la petite fille en consultation, soit rencontrer la sage-femme ou le médecin pour dire, ben, la manière dont je vois ma fille réagir, je veux voir si elle est encore vierge. C'est une atteinte à la dignité de la fille. C'est une atteinte à son intimité. Et ce qui est marrant dans cette affaire, l'examen qui se fait est traumatisant. Pour examiner l'hymen, soit c'est le doigt qu'on introduit, soit c'est la sonde vésicale ou d'autres choses. Et quand je vais plus loin, nous prenons une fille mineure, par exemple, et qui est victime de viol, qui a été déjà traumatisée, blessée au niveau de sa vulve. Pour faire cet examen, non seulement le gynéco ou le prestataire de soins rencontré va introduire ses doigts, intensifier cette douleur et ira plus loin parce qu'il va vouloir apprécier la déformation hyménale. Donc, on est là à poser la sonde, à gonfler la sonde, à tirer sur la sonde pour voir si elle va sortir ou pas. Et en tant qu'assistante, ayant travaillé dans des institutions ou des sites d'assistance aux victimes, j'ai beaucoup échangé avec des petites filles qui ne sont pas prêtes à oublier ce qu'elles ont subi. Récemment, il y a une fille de 9 ans qui a été violée et qui est allée dans un CHU. Et pour lui faire cet examen, d'abord, elle a subi des propos sexistes, discourtois, et elle pleurait. Étant donné qu'elle est une petite fille, voit qu'il y a la pince, beaucoup de choses au niveau de la main du prestataire, voulant mettre dans sa vulve, elle a le droit de se rétracter. Il fallait qu'on lui parle, qu'on lui explique. Mais cela n'a pas été fait ainsi. Avec brutalisation, la sonde s'est arrachée et la plaie s'est ravivée et cette fille n'a pas pu marcher durant des jours, alors qu'elle était une orpheline. Sa maman l'a amenée vers moi. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai ressenti. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce qui se passe réellement? Le gynécologue ou la sage-femme qui fait l'examen, il est en train de respecter le protocole parce qu'il y a une réquisition. Il y a par exemple
un certificat médical, une fiche de certificat médical à plusieurs pages qu'il faut remplir. Et sur ce document, il y a même le schéma de la ville et on devait décrire ce qu'on a vu. Et quand on va plus loin, quand on va en milieu judiciaire, parce qu'il y a des médecins qui sont réticents parfois, tout juste parce qu'ils ne voudraient pas qu'on les invite à expliquer des choses en milieu judiciaire quand on met email complaisant et autres. Mais ce qu'on devait dire à ce niveau pour qu'on comprenne c'est quoi, on se gêne pour faire tout ça, mais pour du négatif. Parce que c'est une pratique qui est proscrite par les organisations, notamment l'OMS, l'ONU et autres. Pourquoi? Ce n'est pas médicalement justifié. Ce n'est pas scientifiquement justifié. Ça n'apporte rien de plus. Bien au contraire, ça apporte atteinte à la sexualité de cette petite fille. Parce qu'après toutes ces manipulations dans plusieurs centres, souvent, il y a le défaut même de prise aux soins intimes. Quand on manipule la petite fille, on manipule sa vie, il fallait qu'on mette des soins. Mais souvent, par omission, les agents de santé ne s'intéressent pas. Donc, c'est comme ça que dans la pratique quotidienne, en milieu gynécologique, les actes médicaux que nous pensons normaux sont quand même des violences que nous exerçons. Quant aux violences obstétricales, là aussi, il y a beaucoup à dire. Nous allons étaler, nous allons faire des présentations par section pour mieux comprendre. Pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Pendant le travail d'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Pendant l'accouchement, pendant les suites de couches, mais en utilisant toujours des exemples. Quand la femme est enceinte, elle va en consultation. Ce qui se fait durant la consultation gynécologique se fait aussi pendant la consultation obstétricale, sauf que là, la femme est enceinte. Donc, tout ce que j'ai cité comme toucher vaginaux, toucher rectaux et autres, constitue des violences obstétricales. Mais là encore, quand on demande à une femme qui est enceinte de se déshabiller, de se coucher pour une consultation prénatale, et qu'on lui a rien expliqué, on apporte le spéculum par exemple, on veut poser le spéculum. Le fait même qu'elle voit déjà le spéculum, elle va se crisper. Et c'est du muscle qui est au niveau du périnée. Et celui qui veut poser le spéculum, s'il n'est pas dynamique, s'il n'est pas habitué, en posant le spéculum, blesse souvent la femme au niveau de son col. Et parfois, après cet examen, la femme peut commencer à saigner et peut même faire des menaces. Toujours par rapport à la grossesse, il est dit que au début, au premier trimestre, dès le constat de l'aménorrhée, il faut qu'on fasse le premier entretien prénatal en présence du couple, mais ce qui ne se fait jamais en Afrique ni au Bénin. Toutes ces choses, si nous devons comprendre les violences gynécologiques et obstétricales, c'est que les droits des femmes, les droits et libertés individuelles des femmes sont souvent brimés. Et l'agent de santé, avec le système du patriarcat médical, impose des actes qui se retrouvent dans des protocoles, ce qui ne devrait pas se faire. Si nous prenons la période du travail ou de l'accouchement, la femme ne devrait jamais accoucher en position gynécologique ou rester en travail en position gynécologique. La position gynécologique est une position inconfortable. C'est une position qui crée assez de complications par la suite. C'est une position qui rend lent le travail d'accouchement, qui suscite un épaississement du col, qui entraîne une souffrance fœtale, qui entraîne beaucoup de choses. Mais vous allez constater que même si l'agent de santé ne le dit pas, tellement c'est ancré, tellement la domination est ancrée que la femme elle-même, dès qu'elle vient, elle se déshabille et elle pense que c'est la bonne position. Or, c'est la seule position qu'on ne devrait jamais utiliser. Toutes les autres positions sont possibles. La femme peut accoucher en position debout, en position accroupie, en position accrochée sur un ballon. Mais qui lui en parle? Quand est-ce qu'on peut lui en parler? C'est pendant qu'on fait le projet de naissance. Je ne peux pas être enceinte, aller en consultation jusqu'à aller à 9 mois, sans que mon époux et moi ne savent pas comment, quel modèle adopter pour mon accouchement. Parce qu'on dit, au lieu de faire un accouchement violent, il faut faire l'accouchement sans violence. Et pour faire l'accouchement sans violence, on a besoin de certaines connaissances pour composer son travail et autres. Je vais plus loin. Pendant le travail d'accouchement, si ça ne marche pas très bien, on fait le décollement du pôle inférieur de l'œuf. Mais ce décollement aussi est une violence obstétricale.
Quand Et on voit que merci le beaucoup, travail... Madame Annick. Nous allons y revenir beaucoup plus en détail avec les questions, les autres questions qui viendront. D'accord. Je vais rapidement parler alors des suites de couches en précisant que la détention des femmes pour raisons financières est aussi une violence obstétricale. OK. Merci Au niveau beaucoup. des violences afférentes à l'hygiène menstruelle, on aborde très rapidement parce que la manifestation concernait toutes les catégories de violences précitées. Très rapidement, en 30 secondes. Merci. OK. En 30 secondes, l'essentiel par rapport aux violences afférentes à l'hygiène menstruelle, c'est qu'on devrait savoir que par rapport à l'hygiène menstruelle, la fille ou la femme, pour être à l'aise, a besoin d'infrastructures, a besoin de kits d'hygiène et a besoin de son estime de soi, de son intégrité, du respect de sa dignité. Du Merci coup, beaucoup, Madame Nono, pour vos précisions sur cette première question. Je veux bien écouter Monsieur Modeste également sur cette première question. En plus de ce que Madame Nono a cité, est-ce que vous pouvez revenir sur la question? Quel est votre avis? Ok, merci beaucoup, Madame Florence. Je crois que Madame Nourou a dit l'essentiel par rapport aux violences gynécologiques et obstétricales. Mais moi, je note également qu'il y a la maltraitance lors de l'accouchement, où on voit des femmes qui violentent les parturientes. Lorsqu'elles viennent pour accoucher, on lui dit, bon, mais tu as trop fermé les cuisses, tu risques de ne pas faciliter l'accouchement et on donne des coups également à la femme qui est déjà dans une situation de détresse en griffe. Et au-delà de ça, en milieu rural, il y a parfois la confidentialité physique qui pose aussi un problème et qui constitue aussi une forme de violation des droits des femmes lorsqu'elles viennent pour accoucher, par exemple, et que le dispositif en place ne répond pas au service de confidentialité. Et nous avons aussi quelques pratiques traditionnelles néfastes qui constituent aussi des formes de violence pour les femmes et les filles en milieu rural. Par exemple, lorsque vous êtes enceinte, on vous interdit la prise de certains aliments. On vous interdit de vous alimenter de telle ou telle façon, sous prétexte que cela va agir sur le bébé que vous portez. Ça, ces pratiques néfastes constituent également des formes de violence préjudiciables, non seulement à la femme, mais également à l'enfant ou au bébé qu'elle porte. Nous avons aussi certaines perceptions en termes de normes socioculturelles liées à une femme qui est enceinte et qui constituent aussi des formes de violence sur les femmes. Donc, voilà ce que je peux dire très rapidement pour compléter ce que Madame Noah a déjà dit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anator. Madame Mocho, je me tourne vers vous pour savoir si vous avez des compléments sur la question. Oui, les compléments, oui. Peut-être déjà rajouter aussi que au niveau des femmes rurales, nous avons également des femmes vivant avec handicap. Et récemment, nous avons effectué un diagnostic dans la commune de Niki pour voir un peu l'accès de ces femmes-là au service de santé de reproduction. Et je peux vous dire que le constat est vraiment alarmant en ce sens où la plupart de ces femmes, on a interrogé quand même 103 femmes vivant avec handicap dans tous les villages de la commune de Niki et on remarque déjà un faible taux de fréquentation de ces femmes-là, de ces centres-là, tout simplement parce qu'elles estiment que déjà, il y a la distance géographique qui ne leur permet pas d'accéder à ces centres de santé. Il y a également qu'au niveau des centres de santé, quand on a visualisé, c'est qu'ils ne disposent pas des infrastructures pour pouvoir accueillir vraiment ces femmes-là, des rampes, des fauteuils roulants, etc. Tous ces centres de santé ne disposent pas vraiment de l'équipement nécessaire pour pouvoir accueillir ces femmes-là. Il y a une même qui nous racontait
Son exemple, c'est que voilà, quand elle était enceinte, son mari a été obligé d'aller au niveau du centre de santé pour qu'on puisse venir aider la dame à domicile parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Non seulement il a sué le refus, mais insistance sur insistance, la dame elle s'est déplacée vers la femme enceinte, mais lui a estimé qu'elle ne peut pas la prendre en charge parce que la forme d'un handicap dont elle souffre, elle n'a pas reçu de formation pour pouvoir l'aider à accoucher, donc d'aller se référer à de plus grands centres de santé. Et donc, malheureusement, j'ai envie de dire que cette dame-là, finalement, elle n'a pas pu bénéficier de ce service. Elle a dû accoucher à la maison et c'est là qu'heureusement que tout s'est bien passé. Donc, j'imagine beaucoup de cas comme ça où ça se passe mal. Et donc, vous voyez qu'au niveau vraiment de nos zones les plus reculées, les femmes, elles souffrent énormément. Et quand je reviens un peu sur les violences liées au menstrues, vous allez voir une certaine banalisation même des menstrues ou même de la douleur menstruelle, alors qu'il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent de l'endométriose et on estime qu'elle est en train de faire trop l'enfant, de faire trop le bébé parce qu'il y a des femmes qui ont tout le temps le menstru mais qui ne se plaignent jamais et elle ne va pas à l'école, elle ne travaille pas, alors que les femmes ne vivent pas de la même façon les menstrues et tout le monde ne souffre pas d'endométriose et malheureusement tout le monde n'a pas une période menstruelle les plus calmes au fait. Et revenir un peu également au niveau des écoles où nous voyons clairement que ce n'est pas du tout équipé pour les filles. Il y a beaucoup de filles qui ne viennent pas à l'école pendant cette période-là parce qu'elles ne disposent pas des infrastructures nécessaires pouvant leur permettre de se mettre propre pendant cette période-là. On n'a même pas de médicaments pour les accompagner. Quand elles souffrent à l'école, on leur donne peut-être du paracétamol ou de dire rentre chez toi. C'est-à-dire qu'on ne considère même pas cela comme un besoin, j'ai envie de dire, vital pour la fille. Et ça fait partie des violences qu'elles subissent au quotidien. Sans oublier tout ce qu'il y a comme pratique culturelle. Hein. Quand elle a ses menstrues, on dit, deuxième menstrue, tu auras chez ton époux. Donc, on la marie très tôt, donc ce qui fait appel aux violences, au mariage précoce. Il y a également que, oui, quand elle a ses menstrues, on doit l'isoler de la maison parce qu'elle est jugée comme impure, donc elle ne doit pas se mêler au reste de la maison. Donc, vous voyez que sur le plan psychologique, c'est les périodes qui amènent beaucoup de femmes à vivre des moments très douloureux et parfois même à se priver de repas parce que, voilà, elle ne peut pas s'alimenter comme cela se doit. Donc, en plus de tout ce que les autres panélistes ont dit, voilà ce que j'ai pu rajouter très, très rapidement. Merci. Merci beaucoup, Madame Monchor. Je retiens de vos différentes interventions sur la question qu'on a plusieurs types de violences émergentes, les violences gynécologiques, les violences obstétricales, les violences liées à l'hygiène menstruelle, à la gestion de l'hygiène menstruelle, les violences faites aux fœtus, les violences spirituelles. Et la plupart de ces violences, notamment les violences gynécologiques et obstétricales, sont beaucoup plus imputées aux agents de santé, aux prestataires de santé. Mais il y en a également qui relèvent de nos us et coutumes, des pratiques traditionnelles néfastes qui constituent en fait des violences pour nos filles et nos femmes en milieu rural. On a eu beaucoup d'exemples et de cas de violence. Et je voudrais rester avec vous, Madame Monchor, pour vous demander, c'est vrai que vous l'avez déjà abordé en partie, mais pour revenir plus en détail sur la question, quels sont selon vous les défis majeurs auxquels les filles et les femmes en milieu rural sont confrontées et qui font vraiment d'elles les personnes les plus exposées à ces violences émergentes dont nous venons de parler et quelles sont les conséquences de ces violences dans leur vie? Madame Monchor. Oui, je parlerai d'abord de manque d'éducation et d'information. Madame l'a rappelé tantôt, quand nous prenons beaucoup de femmes qui sont victimes de violences gynécologiques, j'estime que c'est parce qu'elles n'ont pas l'information. Je vous donne l'exemple sur ma personne. J'étais souffrante, mais moi, j'ai pris l'habitude chaque fois de me Madame renseigner. Monchor, pourriez-vous ouvrir votre vidéo pour qu'on puisse vous voir? Merci. D'accord. Donc, je disais tantôt que au niveau de ces violences-là, le problème fondamental, c'est aussi le manque d'éducation et d'information. Parce que je disais que, en prenant mon exemple, j'étais souffrante, mais moi, j'ai pris l'habitude chaque fois avant d'aller à l'hôpital de checker sur Google ce que j'ai, voilà, bref, avant d'y aller et je sais de quoi cela retourne. Et je vais là-bas, le monsieur me demande de me mettre nu. Je dis non, monsieur, ce qui m'a amené ici, là, ce n'est pas une question de se mettre nu. Je ne pourrais pas et je ne veux pas me mettre nu.
Il a tellement insisté que je lui avais refusé parce que j'estime que ce qui m'a amené, c'est pas un problème gynécologique au fait. Et j'ai refusé finalement. Il a fait le traitement comme cela se doit. Je suis rentrée chez moi. Donc, j'estime que la plupart des femmes n'ont pas les informations pouvant leur permettre de dire non, de pouvoir revendiquer leurs droits, de pouvoir leur dire non, je ne veux pas accoucher en position gynécologique, je préfère rester debout, accoucher, voilà, etc. Donc, elles n'ont pas les ressources pour se défendre devant ces agents de santé-là. Elles n'ont pas les informations. Et quand je prends également nos us et coutumes également qui expliquent quand même beaucoup de volets de ces violences-là dont nous sommes victimes au quotidien, c'est que nous n'avons pas forcément les moyens de dire non aux pratiques culturelles. Je vais prendre également le volet économique. Il n'y a que beaucoup de femmes, comme nous le savons déjà, n'ont pas les ressources financières pouvant leur permettre de prendre des décisions pour elles, de prendre des décisions concernant leur corps. Exemple de femmes qu'on doit césariser, la belle famille qui dit non, les femmes de la famille sont fortes, elles accouchent normalement, donc ce n'est pas à toi d'accoucher par césarienne, etc. Et donc voilà une femme comme ça qui est obligée d'accoucher par exemple par voie basse, tout simplement parce que la belle famille ne veut pas qu'elle accouche par césarienne ou parce qu'elle n'a pas les moyens de payer son opération ou de faire face à ces pratiques culturelles à néfastes. Autre argument également, c'est les infrastructures. Les infrastructures, comme je le disais, dans nos hôpitaux, on n'a pas forcément les infrastructures, l'équipement nécessaire. Et quand je prends l'exemple de cette sage-femme qui a dit qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas accoucher la personne vivant avec handicap, elle a dit qu'elle n'a pas reçu la formation lui permettant de s'occuper d'une telle personne. Et donc, j'estime également qu'il y a ce volet-là lié au renforcement de capacités des prestataires de santé, les actualiser sur les pratiques modernes d'accouchement, etc. Ou comment est-ce qu'on peut prendre en charge, par exemple, une personne vivant avec handicap qui a un niveau d'infirmité peut-être assez élevé. Donc, il y a également ces volets-là qui manquent énormément. Donc, en plus de parler d'infrastructures, de manque d'éducation, les inégalités sociaux, etc. En termes de conséquences, nous voyons malheureusement qu'il y a beaucoup de décès maternels qui sont liés à ces pratiques-là. Il y a des femmes qui ne veulent plus jamais accoucher parce que la première fois, elles ont vécu une expérience catastrophique. Il y a que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, quand je parle d'estime de soi, elles ne l'ont pas du tout parce qu'elles vivent dans un environnement qui ne leur permet pas de s'éclore, de vivre pleinement leur vie de femme. Et il y a beaucoup de femmes qui regrettent d'être femmes tout simplement. Elles regrettent d'être femmes parce qu'elles rencontrent tellement de problèmes gynécologiques et malheureusement, elles n'ont pas un environnement, que ce soit sanitaire ou sociaux, qui leur permettent simplement de pouvoir vivre au mieux ces défis du point de vue santé qu'elles rencontrent au quotidien. Merci beaucoup, et donc, madame. voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, madame Montior, pour cette précision. Je vais me tourner vers Madame Nonorou pour la même question. Et quels sont selon vous les défis en dehors de ce qui a été déjà cité et quelles sont les conséquences selon vous sur la vie des femmes en 1 minute? Madame Nonorou. Oui, les défis en dehors de ce qui a été déjà cité, je mettrai l'accent sur le défaut des outils et de matériel d'humanisation des soins et particulièrement de l'accouchement. Avant de continuer, je voudrais répondre très rapidement par rapport au fait que la sage-femme a dit qu'elle n'a pas reçu de formation. Elle n'a pas donné la bonne information parce que quand on suit les protocoles de soins, les femmes qui portent d'handicap ont un bassin anormal. Souvent, nous disons dans notre jargon que le bassin est vicié. Et quand le bassin de la femme est vicié, on ne peut pas faire son accouchement en périphérie. Mais ce qui contraste, c'est qu'il n'y a pas de professionnels de santé ou des hôpitaux disponibles comme ça se doit en milieu rural pour récupérer ces femmes. Donc, du coup, le problème se pose, la sage-femme qui veut respecter le protocole ne va pas vouloir accoucher la femme. Et cette femme qu'on a refusé d'accoucher, malheureusement, a accouché chez elle et c'est Dieu qui l'a sauvée. Si Dieu ne l'avait pas sauvée, le pire pouvait arriver. J'enchaîne en disant que comme conséquence, nous devons avoir l'idée que 1500 femmes meurent chaque année des suites des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches au Bénin. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Et on n'y pense pas trop parce que souvent nous entendons dire que les savants du domaine, les sachants ou les savants disent qu'ils sont en train de réfléchir. La réflexion a trop duré depuis près de 10 ans.
les soins maternels respectueux qui sont recommandés ne sont pas administrés aux femmes. Du coup, nous continuons avec les décès maternels néonatals évitables, la persistance des décès, la persistance de la morbidité et des complications. Il y a aussi l'impact négatif sur la sexualité du couple, la sexualité qui n'est pas épanouie. Par exemple, je n'avais pas parlé de l'épisiotomie, je n'avais pas parlé du point du mari. Comment peut-on imaginer qu'après une épisiotomie, on sectionne encore des parties de la vulve de la femme tout juste pour resserrer et donner du goût au monsieur lors de la sexualité, alors que paradoxalement, quand le point du mari est fait, l'épisiotomie est faite, lors du rapport sexuel, la femme a de la dyspareunie, de la douleur pendant les rapports sexuels. Donc, tous ces mauvais souvenirs font que la femme n'a plus envie d'accoucher et on assiste souvent à une rétraction, à un défaut d'estime de soi, ou quand la femme est enceinte, elle est en train de passer de clinique en clinique, et des cliniques qui n'ont pas des personnels bien qualifiés. On parle de nomadisme médical, tout ce qui renforce encore les décès. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux, c'est comme un serpent qui mord sa queue. Et comme le disaient tantôt les autres panélistes, il faudrait qu'on actualise les curricula de formation Je et pense qu'on qu'on puisse va y réfléchir. revenir, Madame Nonorou, avec les propositions ou les leviers sur lesquels on pourrait davantage insister pour relever ces défis liés aux violences. On va donner la parole à Monsieur Anatole sur la même question. Les défis majeurs pour les femmes et filles en milieu rural, mais également les conséquences sur leur vie. Monsieur Anatole. Merci beaucoup, Madame Dia Idrissou. Je crois que mes prédécesseurs ont abordé beaucoup de défis. Je vais ajouter peut-être quelques-deux. Il faut parler aussi de l'analphabétisme des femmes et des filles qui constitue un grand défi pour elles parce que cela refroidit leur estime de soi et donc les empêche, n'est-ce pas, à pouvoir participer ou à connaître leurs droits et à les extérioriser, à revendiquer leurs droits parce qu'elles n'ont pas la culture sur leurs droits sexuels et reproductifs et subissent alors du coup tous les abus dont on a parlé autour de ce panel. L'autre chose aussi, c'est les normes sociales. Moi, je reviens beaucoup plus sur ça parce que les normes sociales et culturelles sont têtues. Surtout ici chez nous en milieu rural où la masculinité hégémonique constitue un frein véritablement à l'épanouissement de nos sœurs, de nos femmes, où l'homme est considéré comme dominant, ayant le pouvoir de prise de décision, même lorsque la femme sent des signes précurseurs de l'accouchement, il faut qu'elle demande d'avoir la permission à l'homme et c'est à l'homme de donner la permission, l'autorisation de chercher les moyens de déplacement pour pouvoir la conduire aux soins. Je crois que tout ça, c'est de grands défis auxquels les femmes sont exposées et qui constituent des violations aussi de leurs droits. Dernier défi que je vais ajouter, il y a aussi l'entretien du culte de la personnalité de l'agent de santé. L'agent de santé, on la considère comme un dieu et elle aussi, elle se présente en tant que sage-femme, elle se présente comme étant le sauveur de la femme et à qui on doit tout respect, tout ce qu'elle dit et on ne doit pas dérober, n'est-ce pas? Et même si elle fait des erreurs médicales, les femmes sont obligées de subir. Parce que comme Mariette l'a dit tout à l'heure, elles ne connaissent pas leurs droits, elles n'ont pas les informations sur leurs droits sexuels et reproductifs. Et les agents de santé, certains agents de santé qui ne maîtrisent pas les protocoles de prise en charge commettent des abus sur les femmes. Et elles subissent. Donc, autant de défis que nos sœurs et nos filles et nos femmes sont exposées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anator. On retient qu'il y a énormément de défis auxquels les filles et les femmes en milieu rural sont exposées et qui font d'elles vraiment les personnes les plus vulnérables face à ces violences émergentes dont nous avons parlé. Je remercie Madame Rachida Touboukari pour son intervention dans le chat qui dit que Madame Aneka fait des déclarations inconnues par le commun des mortels, notamment la position gynécologique et la consultation des victimes de violences sexuelles. Merci à Madame Rachida pour
ce commentaire que nous notons. Vous l'avez tantôt dit, les femmes en milieu rural connaissent beaucoup de défis, rencontrent beaucoup de défis, et ces défis liés aux violences gynécologiques, obstétricales, aux violences liées à la gestion des menstruations et tout, dont elles sont très souvent victimes, ont des conséquences parfois désastreuses sur leur vie, des conséquences liées à la gestion de la sexualité dans le couple, des conséquences liées à leur estime de soi et des conséquences parfois traumatisantes qui font que c'est des traumatismes qu'elles traînent pendant plusieurs années. Je vais à présent nous inviter à suivre un témoignage, si la technologie nous le permet, un témoignage d'une femme qui a bien voulu partager avec nous à visage découvert son expérience face aux violences gynécologiques et obstétricales. Je vous invite à suivre alors ce témoignage en 5 minutes. Merci, Boris. Bonjour, je suis Bonadiane Sanga et je voudrais partager mon expérience aujourd'hui sur les violences obstétricales que vivent les femmes dans nos hôpitaux, qu'ils soient ruraux ou les hôpitaux des grandes villes. Alors, c'était en 2011, et 1er janvier 2011, où j'allais accoucher ma fille dans un hôpital de la place que je veux bien taire le nom. Et ça s'était très mal passé avec le médecin. Je précise que j'avais été suivie par un autre médecin et qui malheureusement, comme c'était un jour de fête, avait fait un tour dans son village pour fêter avec sa famille. Donc j'avais été reçue par un médecin du jour, le médecin de garde de ce jour-là. Et ce dernier, depuis l'entrée de l'hôpital, au portail de l'hôpital, jusqu'à la salle de maternité, avait commencé à exercer son traumatisme sur moi. Il me criait dessus, vous ne pouvez pas bien marcher, pourquoi vous traînez les pas et tout. Et la salle d'accouchement, la maternité de l'hôpital était très éloignée. Je ne sais pas si c'est fait exprès dans les hôpitaux. Et quand on arrive à l'entrée de la salle d'accouchement, je sentais déjà mon bébé arriver. Et je ne pouvais plus marcher. Alors je me mets à genoux et je lui dis, je ne peux plus marcher. Et il me criait dessus, madame, avancez, avancez, allez dans la salle, sinon je vais vous abandonner ici. Vous n'êtes pas la seule femme ici. Quand j'entendais ça, je dis, docteur, mon bébé est là, je ne peux plus faire un seul pas, mon bébé est là. Et mon mari répondait derrière, mais elle sait de quoi elle vous parle. Ce n'est pas sa première fois, elle est à son 3e accouchement. Il regardait mon mari et lui dit, qui vous a invité ici? Monsieur, qui vous a invité ici? Ici, les hommes ne sont pas autorisés à venir ici et ne venez pas nous dire ce que nous avons à faire. Ne venez pas nous apprendre notre travail. Donc j'ai demandé à mon mari tout gentiment de quitter les lieux. Et lui, il est parti. J'étais encore au sol quand il me criait encore, madame, je vous ai dit d'avancer, sinon vous allez accoucher votre bébé dans de mauvaises conditions ici. Et ne me collez pas ça au dos. Quand j'ai entendu mauvaises conditions, je ne voulais pas mettre mon enfant au monde dans de mauvaises conditions. Je ne voulais pas non plus perdre mon bébé. J'ai fait des efforts et je suis allée à 4 pattes. Tout le monde était là, les sages-femmes étaient là, lui-même il était là. Et j'étais au sol, j'allais à 4 pattes jusqu'à la table de l'accouchement où il y avait une autre femme déjà installée sur la table pour accoucher aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont dû descendre cette dame et me remettre sur la même table que je précise n'a pas été désinfectée. Donc je suis montée sur la table et j'ai sorti mon bébé puisque la tête était déjà là. J'ai sorti mon bébé tranquillement. Et après ça, quand on m'a installée sur le lit d'observation qui était dans la même salle d'accouchement, il y avait juste un rideau qui séparait la salle d'observation à la salle d'accouchement. Si bien que quand les autres femmes
sont aussi sur cette table pour donner naissance à leur bébé, vous les entendez. Donc j'étais sur ce lit et après l'accouchement, je fais aussi des hémorragies. Donc j'avais déjà eu l'expérience avec mon aîné, la toute première fois que j'avais accouché. Et donc mon utérus s'enflait déjà. Et le médecin à l'époque m'avait dit, tu mets la main et tu fais des massages en attendant que le docteur arrive, tu appelles. Et c'est ce que j'ai fait et je l'appelais. Là aussi, ce fut autre chose. Madame, qu'est-ce que vous avez? Ne m'embêtez pas. Pourquoi vous voulez déranger ma tranquillité alors que vous avez accouché normalement sans problème? Pourquoi vous allez déranger? Ne dérangez pas ma paix ce soir. Je faisais juste signe. Je ne pouvais plus rien dire. Je n'arrivais pas à parler. Je faisais juste signe pour dire que ça ne va pas. Et je continuais à masser. Parce que je suis avertie par rapport à ça. Donc imaginez une dame qui n'est pas avertie, une dame rurale qui ne sait même pas de quoi il s'agit. On aurait dit autre chose. Et quand il est venu pour me faire la révision utérine, c'était un autre accouchement plus douloureux que la sortie de mon bébé. Il a juste mis ses gants. J'ai encore la grosseur de ses doigts à l'image. 13 ans après, je précise, ça fait 13 ans, ma fille a 13 ans. Et je n'arrive pas à oublier quand on parle de violence obstétricale. Il a juste mis ses gants et il m'a foutu la main dans mon intimité pour me faire la révision utérine. C'était très horrible, très douloureux. Mais comme je ne voulais pas perdre la vie non plus, j'ai supporté cette douleur-là. Je ne sais combien de femmes ont le courage de vraiment supporter. Mais quand on est en face de ces comportements des médecins et tout, qui ont prêté serment pour sauver la vie, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'arrive pas à oublier. 13 ans après, j'en parle, je cause avec des camarades, je donne des conseils avec des jeunes filles enceintes, histoire de les mettre un peu dans le bain pour les préparer. Donc voilà un peu mon expérience lors de cet accouchement, il y a 13 ans. Merci beaucoup, merci à la régie pour nous avoir facilité le partage de ce témoignage. Chers participants et participantes, ce témoignage que nous venons de suivre vient confirmer en fait les violences obstétricales dont nous avons. Je disais tantôt que ce témoignage que nous venons de suivre vient en fait confirmer les violences obstétricales et gynécologiques dont nous avions tantôt parlé. Et c'est l'évidence même que ces violences gynécologiques et obstétricales dont nous parlons ne se font pas ou ne sont pas seulement subies en milieu rural, même en milieu urbain, en fait, ça se vit par les femmes. Ça se vit par les femmes. Nous avons vu tout à l'heure une femme qui a subi, je dirais, diverses formes de violence pendant le travail, pendant l'accouchement et même après l'accouchement et qui, depuis 13 ans, en fait, subit et souffre de ce traumatisme qu'elle a subi il y a vraiment 13 ans de cela. Et donc, cela m'amène à me poser une question. Et c'est, en principe, nous sommes au Bénin et donc je me dis, face à ce genre de violence, face à ces violences obstétricales, gynécologiques ou même face aux violences basées sur le genre de façon générale, il y a un dispositif qui normalement doit exister pour la prévention et la prise en charge vraiment de ces cas de violence que subissent les filles et les femmes. Et là, je me tourne pour cette question en premier vers Monsieur Anator pour demander quel est ce dispositif qui est mis en place au Bénin et quelle est son efficacité? Quelle est l'efficacité du dispositif mis en place au Bénin pour la prévention et la prise en charge des violences
basées sur le genre, notamment les violences gynécologiques et obstétricales. Monsieur Anatole, vous Merci avez la parole. beaucoup, Madame Dia Idrissou. Il faut dire qu'il y a plusieurs dispositifs. Et je vais commencer par dire en fait que, premièrement, le Bénin a ratifié plusieurs instruments internationaux en faveur de la promotion des femmes, mais également en faveur de la prévention et de la prise en charge de ces types de violences. Il y a plusieurs instruments internationaux, comme je le disais, il y a plusieurs conventions que le Bénin a signées, et le Bénin, au niveau national, a adopté aussi plusieurs politiques sur la prévention et la répression des violences qui sont faites aux femmes, surtout en milieu hospitalier également. Il y a également que des politiques ont été élaborées. Et beaucoup de politiques, quand nous prenons par exemple la politique nationale de la santé, et cette politique fait vraiment l'état des lieux, une analyse situationnelle des problèmes de santé que vivent les populations, mais en l'occurrence les femmes qui sont victimes souvent de ces genres de violences obstétricales et des soins néonataux d'urgence. Il y a des plans aussi qui sont élaborés, des plans stratégiques, des plans opérationnels de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et sur des années. Et quand vous prenez ces plans, c'est des dispositions très précises qui sont prises. Il y a également des mécanismes de feedback ou bien de plaintes qui sont également en place à travers des numéros verts qu'on peut appeler pour dénoncer des cas de violence ou bien des erreurs médicales, des fautes médicales, je vais dire, commises sur les femmes. Et donc, tous ces dispositifs qui sont en place, en réalité, devraient être évalués pour voir leur efficacité. Comment cela concourt véritablement à réduire ces situations dont l'une a été l'objet de ce témoignage que nous avons suivi et qui nous fait vraiment froid au dos. Lorsqu'on évalue ces dispositifs qui sont en place, en fait, le problème, c'est comportemental. Ce n'est pas qu'on n'a pas de dispositif au Bénin ou bien qu'on n'a pas de politique pour réglementer le secteur. Mais le problème qui se pose, c'est un problème de comportement, c'est un problème d'attitude. Et cela se révèle bien à travers ce témoignage que nous avons tous écouté. Cette sage-femme ou bien les sages-femmes, les agents de santé sont formés sur les protocoles de prise en charge, sont formés, subissent plusieurs formations, parfois sur de longues durées. Il y a des agents de santé, des spécialistes qui sont envoyés même à l'extérieur, aux frais du gouvernement béninois pour renforcer leur capacité à la prise en charge de certaines affections. Mais lorsqu'ils reviennent, soit le plateau technique n'est pas adapté, ou soit ils sont débordés par le travail, ou bien c'est de par leur attitude, leur comportement que nous continuons par noter des insuffisances dans ce domaine-là. Et donc, les dispositifs, il y en a, les politiques sont élaborées, les plans stratégiques existent, tout cela, et il y a des supervisions aussi qui sont réalisées, des supervisions départementales, des supervisions nationales, des supervisions communales, des supervisions au niveau des zones sanitaires pour apprécier comment ces politiques et ces protocoles sont mis en œuvre. Et donc, toute cette batterie de dispositifs mis en place pour éviter les déconvenues au plan obstétrical, plus précisément, et néonataux d'urgence, existent. Mais il reste à questionner la façon dont ces protocoles sont mis en œuvre. Et je voudrais ajouter un point. Les organisations internationales, les partenaires au développement viennent également en appui pour financer ce secteur, mais ce que nous constatons, les gens sont beaucoup plus intéressés par le pécuniaire.
au détriment des connaissances réelles à mettre au service de nos populations à travers de bonnes prestations en offre de services SSL. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anato, pour ce point de vue qui retrace le cadre légal gigantesque qu'on a au Bénin, le dispositif bien fourni qu'on a au Bénin, mais malgré cela, on a encore énormément de défis. Je me tourne vers Madame Nonou pour la même question. Vous êtes agent de santé au-delà de tout et je voudrais vous poser cette question. On a vu avec M. Anato que le dispositif, il est là, il existe, il est formellement disponible ou décrit au niveau, à travers les lois, à travers les politiques, à travers les plans stratégiques, les décrets d'application. Mais qu'en est-il de son efficacité, surtout lorsqu'on se tourne vers la prise en charge des traumatismes psychologiques postpartum que subissent les femmes? Madame Ono, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Je devais répondre directement à votre question, mais j'ai quelques apports à faire sur la typologie des violences subies. Ça permettra aux participants de savoir quand même que prochainement, les hommes aussi ont des droits en milieu obstétrical. Celle qui a relaté les violences subies nous a dit qu'on lui a dit que les hommes ne sont pas autorisés à entrer en salle d'accouchement. Et je vous dis ici que désormais, une femme qui va accoucher a le droit d'être assistée par son mari. Donc, on ne leur dise plus qu'on doit chasser les hommes. L'autre chose, une femme qui n'arrive plus à marcher, qui a 4 pattes, pouvait accoucher à 4 pattes. L'accouchement en position libre est autorisé et est fortement recommandé. Il ne revient pas à une femme tête à la vue de monter sur une table. L'accouchement sur la table est une violence obstétricale. Donc, tel qu'on le dit, c'est que quand une femme vient sur son parcours de prise en charge obstétricale, par rapport à l'accouchement, il y a des grappes de violence. Et son exemple nous prouve réellement qu'il y a des grappes de violence. Elle va jusqu'à accoucher sur une table non désinfectée. Et c'est dangereux, c'est dommage. Donc, il faudrait désormais, comme elle, déjà, je la félicite pour son courage. Elle est venue parler à visage découvert. Elle a insisté pour qu'on respecte ses droits à des moments donnés, que toutes les autres femmes puissent quand même limiter. Parlant d'efficacité du mécanisme mis en place, je dirais effectivement que beaucoup de mécanismes sont mis en place. Mais moi, mes apports d'information seront un peu différents de celles de mes prédécesseurs. En tant que sage-femme, en tant qu'ancien stagiaire du Japon, du Maroc, et si je viens ici et que je parle des violences obstétricales et que je ne parle pas de l'impact du patriarcat médical en milieu sanitaire sur les sages-femmes, j'aurais péché. Parce que moi-même, j'en suis victime. Je continue d'être victime et ça ne me gêne pas d'en parler à visage découvert. Donc, tout de suite, on nous disait qu'il y a quand même des professionnels de santé, notamment des sages-femmes qui sont allés à l'extérieur, même des gynécologues, qui sont allés apprendre les soins humanisés depuis plus de 10 ans. Mais pourquoi nous ne mettons pas en œuvre ces soins? Les feuilles de route sont là, les plans d'action sont là, mais quand tu viens et que tu as envie de mettre en œuvre les pratiques alternatives humanistes, tu vas contre les intérêts des autres. Et comme ils sont les plus nombreux, le mobbing, le bullying, tout ce qu'on subit comme harcèlement moral en milieu professionnel, fait que c'est toi qu'on éjecte. On te traite de tous les maux. Donc, du coup, la sage-femme honnête, la sage-femme humaniste qui veut travailler, quand elle fait le tour de 2, 3, 4 centres et qu'elle ne va plus en mission, elle ne fait plus rien, on est là tout le temps à l'embêter, à la punir, à lui donner des demandes d'explication. Elle devient championne en violence obstétricale et gynécologique. Donc, en réalité, la cause profonde des violences obstétricales et gynécologiques qu'on continue de voir, c'est déjà la rivalité professionnelle entre les sages-femmes et les gynécos qui devraient se donner la main et mieux travailler. Parce que même en droit de la santé au Bénin, par rapport à la loi sur la protection de la santé des personnes, on sait très bien que la sage-femme aussi est une professionnelle médicale. Mais quand on parle, par exemple, de commission médicale d'établissement, aucune sage-femme n'est dans cette commission. Donc, à tous les niveaux, la sage-femme n'a pas de voix. On dit nos voix comptent. Mais sachons qu'au Bénin et en Afrique, sachons qu'en Afrique et au Bénin en particulier, la voix des sages-femmes ne compte pas. Si la voix des sages-femmes expérimentées comptait, on ne serait plus à ce niveau. Déjà, en regardant le projet d'humanisation des soins soutenu par la JICA au CHU, bon, je ne veux pas donner des noms de CHU ici, mais à Cotonou, la JICA a financé des projets d'accouchement humanisé sur une longue durée. Mais au finish, toutes les sages-femmes modèles ont été affectées, d'autres sont foutues au garage.
Et on a dû réaffecter des sages-femmes qui n'ont pas d'expérience dans ce CHU et les violences sont repris de plus belle. Sinon, le Bénin avait eu le prix d'humanisation de l'accouchement en 2015, par exemple, au Maroc. Et ces sages-femmes sont dans le pays, mais ne traînent dans les garages. Donc, si la vie des femmes, la vie des filles nous tient à cœur, si nous voulons vraiment sauver la vie, réduire les décès maternels, néonatals, infantiles, il faut que les voix des sages-femmes comptent. Je vais plus loin. Pour lutter contre une violence, il faut déjà que cette violence soit documentée, soit étudiée et que le suivi et l'évaluation en tiennent compte. Tout le mécanisme dont M. Anator a parlé, ça existe, mais les monitorings ne sont pas axés sur les soins fondés sur les droits humains. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de plaidoyer dans le système de santé, la traçabilité existe, mais juste là, rien n'y fit. Donc, du coup, si nous prenons par exemple le CISOFE, qui regroupe les données qui sont liées au VBG, sachant très bien que les violences émergentes font partie des VBG, mais même au niveau du CIDOFE, les VBG ont été omises. Et je dis les VBG, les violences émergentes ont été omises. Vous n'allez pas voir de traces de VGO ou de violences faites aux naissants ou de violences afférentes à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle dans le CIDOFE. Donc, en même temps, nous profitons pour faire des plaidoyers parce qu'il n'y a pas assez de temps. La mise en œuvre du modèle humaniste des soins. Le Japon nous a aidés. On a le matériel, mais ces matériels se retrouvent au magasin, sont en train de se gâter. Et on continue de traîner des tables d'accouchement sans matelas, d'imposer aux femmes d'accoucher sur cette table. Et vous allez constater dans les statistiques que beaucoup de femmes sont tombées même de cette table et sont décédées des suites de l'accouchement. Parce que quand vous mettez une seule sage-femme de garde, peut-être que c'est 2 ou 3, une est malade, l'autre est permissionnaire ou l'autre est en congé. Mais la seule sage-femme, après tout, elle est humaine. Elle peut dormir sans le savoir. Pendant qu'il y a plusieurs tables d'accouchement, les femmes sont sur les tables. Au même moment, on chasse les maris au dehors. Mais qui s'occupe de la sécurité de ces femmes? Donc, en réalité, le mécanisme existe, mais le mécanisme doit être revu. Les violences qui entraînent assez de décès, il faut qu'on réfléchisse spécifiquement à ces violences et que le budget soit sensible et qu'on sache que désormais, nous devons nous atteler à la prévention. Le système qui est mis en place maintenant, c'est un système qui attend que la violence soit documentée, qu'on punisse. Mais si on agissait en amont, on pouvait faire plus de prévention, plus d'informations pour que les femmes ne soient pas victimes de ces violences et qu'on parle après de répression. La répression ne réveille pas les femmes qui sont décédées. Merci beaucoup, Madame Nono. Je pense qu'il y a beaucoup de points que vous avez énumérés sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure dans les leviers sur lesquels nous devons insister davantage. Merci pour ces compléments que vous avez apportés. Je me tourne vers Madame Moncho sur la même question. Madame Moncho, est-ce que vous avez des compléments sur la question? Je crois qu'en réalité, beaucoup de choses ont été dites par rapport à ce cadre-là. Mais le constat, c'est justement la mise en application de tous ces protocoles, de ces lois, de ces accords, etc., qui ne sont pas dans le réel, qui ne sont pas vraiment vérifiés ou qui ne sont pas vraiment documentés. Et l'autre chose également à ajouter, c'est vraiment, comme Madame l'a dit, les violences, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que c'est des violences, il faut pouvoir les documenter, il faut pouvoir vraiment avoir des plateformes pour pouvoir en parler, pour inciter justement les autorités, etc., à prendre des mesures, dissuasives, mais également préventives pour corriger la chose. Donc, en matière de loi, moi, j'ai envie de dire qu'on a fait beaucoup de progrès, sauf que dans le détail, j'ai comme l'impression qu'on ne veille pas à l'application réelle ou qu'on ne donne pas justement les moyens nécessaires pour que chaque personne, chaque acteur de la chaîne de santé puisse vraiment tenir compte ou avoir vraiment les outils nécessaires pour leur permettre d'éviter en tout cas la survenance vraiment de ces violences-là. Merci. Merci beaucoup, merci. Je retiens que le dispositif est là, il est formellement décrit. Cependant, dans l'application, on a des problèmes qui sont liés peut-être à l'intérêt individuel au détriment de l'humanisme qui est attendu des agents de santé ou des prestataires de santé. On a également la rivalité professionnelle qui intervient. Il y a également, comme ça a été notifié, un monitoring non orienté vers les droits humains et qui est noté également l'insuffisance de personnel et de moyens qui doivent être mis à disposition pour
faciliter vraiment l'opérationnalisation de ce dispositif qui existe. J'ai des commentaires également dans le chat. Je remercie Madame Rachida Touboukari Ama qui dit merci à la Fondation Batonga pour avoir initié ce webinaire pour apporter la lumière aux uns, aux unes et aux autres. Il est nécessaire de faire et d'intensifier des séances d'information. On va y revenir, c'est des propositions et de formation, de sensibilisation à l'endroit des acteurs et actrices, surtout les agents de santé. L'État doit faire signer des codes de bonne conduite aux agents de santé en général et aux gynécologues en particulier. Madame Mamatou Idrissou Adamou a réagi également sur cette question pour dire que ce témoignage nous renvoie une fois de plus vers l'évidence de l'importance de l'autonomisation des femmes. Je ne pense pas que tous ces travers s'observent dans les cliniques privées qui sont malheureusement souvent chères et donc pas à la bourse de la femme rurale. C'est-à-dire qu'on doit plus que jamais faire focus sur l'autonomisation des familles et des filles. Merci, Madame Mamatou Idrissou Adamou, pour ce point d'attention. Et Madame Rachida Tourenchéry en disant que l'application des lois, parfois l'application des lois et sanctions pose un réel problème, comme ça a été soulevé, et je pense que cela encourage la persistance des mauvais traitements. Merci beaucoup à vous pour tous ces commentaires. Comme on l'a déjà dit, le problème est là, le problème existe, il y a un défaut, vraiment, le dispositif de prise en charge d'accompagnement, l'efficacité pose un problème, n'est pas suffisamment efficace et ne rassure pas vraiment de la prise en charge, de la prévention et de la prise en charge des violences que nous constatons dans le rang des filles et des femmes. Et je voudrais me tourner vers M. Anato qui en a tantôt parlé pour dire alors, quels sont, d'après vous, les leviers sur lesquels il nous faudra davantage insister désormais pour prévenir d'abord, ensuite prendre en charge et sanctionner les violences gynécologiques, obstétricales, les violences faites aux fœtus, les violences liées à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, toutes ces violences émergentes dont nous venons de parler. Monsieur Anato, je vous laisse la parole. Ok, merci. Je crois que dans les interventions, on a abordé un peu les approches de solutions, les leviers sur lesquels il faut se baser. Et premièrement, au niveau des individus, au niveau de nous-mêmes en tant qu'individus, nous devons travailler à ce que la masculinité des hommes soit mise au service de la santé des femmes. Cela veut dire quoi? Que déjà, au niveau de chaque ménage, nous devons inverser les rôles. Nous devons améliorer la façon dont nous allons jouer nos rôles à la maison en tant que père de famille. Comment est-ce que nous contribuons, n'est-ce pas, à décharger un peu la femme, si c'est une femme enceinte, si c'est une femme en état ou qui est au bord de l'accouchement, comment nous devons gérer le ménage en tant qu'homme pour que les rôles socialement attribués à la femme ne lui pèsent pas dessus et que nous puissions travailler à alléger les choses à ce niveau-là. Deuxièmement, nous devrons également éduquer nos enfants, garçons et filles de la même façon. Il n'y a pas une éducation particulière à donner aux filles et une autre éducation aux garçons. On doit les éduquer de la même façon, leur donner les mêmes attitudes en tant qu'hommes et garçons. L'autre chose maintenant au niveau de l'État, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels sont les leviers sur lesquels on pourrait travailler? Madame No a parlé tout à l'heure des monitoring qui ne se font pas. Moi, je crois qu'on doit institutionnaliser cela. Les supervisions régulières, les monitoring doivent se faire, les tutorats. On doit continuer avec le système de tutorat pour amener les agents de santé à se mettre vraiment à niveau et que la rivalité, je ne sais si c'est une rivalité ou bien le pouvoir des hommes en milieu hospitalier sur les femmes et qu'on puisse réduire ce pouvoir-là
Et lorsqu'on envoie les gens se faire former à grands frères, il faut que on puisse les accompagner. Il faut qu'on puisse les amener véritablement à pratiquer ce qu'ils sont allés apprendre pour le bonheur des communautés. Il faut mettre en place aussi un mécanisme de plainte accessible et sécuritaire pour les victimes de ces violences. Ceux qui subissent ces cas, il faut mettre des numéros verts, par exemple, et à portée de main au niveau des centres de santé, à l'entrée des centres de santé, dans les cubos, pour que, en cas de pépin, en cas de difficulté, on puisse alerter. Je pense que c'est très important. Et il faut vulgariser aussi les textes de loi par rapport aux violences basées sur le genre pour pouvoir prévenir et lutter contre ces violences-là. Il faut organiser beaucoup d'émissions de sensibilisation également à l'endroit de nos femmes pour qu'elles reconnaissent leurs droits reproductifs. En tant que femme, quels sont mes droits et comment je dois les revendiquer. Et ça, c'est un travail que Batonga doit faire, que CARE doit faire, que tous les autres partenaires qui accompagnent le gouvernement dans le secteur de la santé doivent faire pour qu'on puisse amener les femmes à exprimer leur autonomie, à revendiquer leurs droits et à demander à ce que justice soit faite. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons l'INFR, l'Institut national de la femme, qui lutte beaucoup, qui fait un grand effort pour la promotion des droits des femmes. Je crois que c'est un instrument que nous devrons vulgariser et communiquer autour pour que les gens puissent exploiter cela à fond et que lorsqu'il y a de ces cas, on puisse aller à l'Institut, pourquoi pas, pour dénoncer des cas d'abus et ils vont intervenir et amener les femmes à trouver justice. Donc voilà Merci quelques beaucoup. éléments que je voudrais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anator. À travers vos réponses, on note bien que vous êtes vraiment un champion du genre et je vous en remercie. Je voudrais me tourner à la suite de Monsieur Anator vers Madame Moncho Mariette sur la même question. Quels sont, d'après vous, les leviers sur lesquels on doit davantage insister pour prévenir, prendre en charge et sanctionner également les violences gynécologiques, obstétricales, et celles qui sont faites au fœtus et celles relatives à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. Madame Moncho. Je pense qu'il faut d'abord documenter les violences émergentes. Il faut pouvoir les documenter, donc faire beaucoup de recherches, des collectes de données, des informations, que ce soit à la fois qualitatives mais également quantitatives, parce que nos dirigeants ont besoin d'évidence pour pouvoir prendre des décisions et même les agents de santé également, j'aime bien le dire, ont besoin également de ces données-là pour prendre conscience également que il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de leur comportement, victimes de leur façon de faire, etc. Donc, on a besoin vraiment de collecter des données, de faire des recherches vraiment pour pouvoir documenter tout ça. Ensuite, Madame a évoqué un point qui me paraissait quand même aussi primordial, c'est-à-dire réussir quand même à régler, je ne vais pas dire guéguerre qui en sage-femme et gynécologue, mais c'est important pour moi que des agents de santé qui travaillent pour le bien commun puissent vraiment s'entendre pour le bien de toutes les femmes, des hommes, etc. Et donc, du coup, il faut trouver une solution à régler ces problèmes-là. J'ai envie aussi de dire que voilà, une fois que les données sont collectées et documentées, je crois qu'il faut un document, je ne sais pas si c'est de normes, etc., ou si c'est une loi, mais vraiment un document qui puisse vraiment nous permettre de sanctionner, un document qui nous permet forcément de faire le lit de toutes ces violences et de pouvoir inciter d'une manière ou d'une autre les agents de santé à pouvoir se tenir vraiment à cette documentation-là pour que les femmes et les filles ne puissent plus être victimes, voilà, de ces violences-là. Je parle également beaucoup de formation, de sensibilisation. C'est important, Monsieur Modeste l'a annoncé par rapport à la masculinité positive, parce qu'il y a beaucoup de violences qui sont liées malheureusement à nos pratiques culturelles.
Le patriarcat également s'y mêle. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de développer davantage tout ce qui est attrait à la masculinité positive afin de responsabiliser davantage les hommes, quitte à déjà comprendre ce que c'est que la menstruation, comment accompagner la petite fille, que ça soit dans les écoles ou à la maison, comprendre que ça peut être c'était une maladie à soigner, etc. Savoir vraiment comment on accompagne. Et même les femmes enceintes, comment un époux peut vraiment au mieux accompagner sa femme. Si ça nécessite de césarienne, de ne pas en faire une histoire, même véritablement l'accompagner. Et donc, vraiment, information, sensibilisation. Mais j'ai aussi envie de parler d'autonomisation de la femme. Il va falloir vraiment qu'on travaille pour que la femme, elle soit autonome. Autonome, non seulement de point de vue psychologique, émotionnel, mais également économique. Émotionnel, parce qu'elle en a vraiment besoin. Économie, parce que nous savons très bien que s'il y a beaucoup de femmes, si elles avaient vraiment les moyens, elles allaient régler au mieux ces victimes-là dont elles sont sujets dans la société. Et je parlerai également de soutien aux victimes. C'est une plateforme que nous pouvons avoir, mais c'est que tous les jours, à chaque minute au Bénin, il y a des naissances. Avoir une plateforme où les femmes viennent vraiment parler de leur expérience d'accouchement, viennent remonter des informations. Je me dis, ça peut forcément changer des choses. C'est vraiment des soutiens qu'on peut vraiment apporter à travers cette plateforme-là, non seulement documenter, mais également apporter un soutien aux femmes qui sont victimes de violences pour pouvoir vraiment les aider, les amener à gérer au mieux cette phase-là. Et peut-être aussi tout ce qui est à la législation, etc., voir comment on améliore l'existence, comment on essaie ces violences émergentes-là. Je crois que ça peut vraiment aider à régler en tout cas ce problème-là que nous rencontrons de plus en plus. Merci. Merci beaucoup, Madame Ocho, et je me tourne vers Madame Nonorou sur la même question. Est-ce que vous avez des compléments en termes de leviers sur lesquels nous devons travailler, insister pour prévenir, prendre en charge et sanctionner les violences dont nous venons de parler? Madame Nonorou. En termes de levier, en dehors de tout ce qui vient d'être dit, moi, je voudrais insister sur les principes de la DAC, la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, la qualité des soins. Il faudrait qu'on y pense. Donc, désormais, tout le mécanisme mis en place devait veiller à ce que ces principes soient respectés. Quand on parle de disponibilité, par exemple, est-ce que dans les salles d'accouchement, est-ce qu'il y a le matériel d'humanisation, est-ce qu'il y a le ballon, est-ce qu'il y a le miroir prénatal? Il y a de ces petits matériels qui aident facilement à accoucher, mais qui n'existent pas dans nos maternités. Par rapport à l'accessibilité financière, l'accessibilité géographique, l'accessibilité émotionnelle, ça a été abordé tout à l'heure. Mais par rapport à l'acceptabilité, je remonte sur ce qu'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, la documentation de la voix des usagers, la documentation de la voix des accouchés, c'est un élément capital. Et quand je me réfère au Japon, ça a été fait et les résultats sont excellents. Nous devons tricher cela en Afrique. Et je pense qu'on l'a fait de 2015 à 2019 dans un CHU de la place et nous avons vu aussi les résultats. On avait les registres des soins maternels respectueux et on documentait tout ce que la femme avait subi. Est-ce qu'elle était d'accord pour les soins? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas, qu'elle avait subies, mais qu'elle souhaiterait que ça change? Et on évaluait même le taux de satisfaction en termes de très satisfait, satisfait, moins satisfait, non satisfait, etc. Et ça nous a permis de changer les mauvaises pratiques. Parce que quand le professionnel de santé sait très bien que si ça se passe, la femme va parler, on va tenir des réunions, remettre sur la table tout ce qui a été fait, on prend conscience. Mais quand il n'y a pas de suivi, et chacun fait ce qu'il veut. On a eu des bonnes pratiques qui ont été abandonnées. Les classes des conjoints, les classes communautaires, ça doit reprendre. Les classes ados jeunes. Et le Bénin était bon modèle en 2015. Moi, je suis allée accompagner ou former plusieurs personnes dans la sous-région, dans au moins 10 pays africains. Les autres continuent, mais pourquoi le Bénin ne veut pas continuer? Quand nous prenons par exemple la classe des conjoints, ça permet aux maris de connaître que la sexualité thérapeutique est d'un intérêt capital et peut réduire les taux de césarienne d'au moins de 75%. Le monsieur sait qu'à partir de 7 mois et demi, il a un devoir conjugal et on montre à la femme la position qu'il faut adopter, par exemple, pour que le sperme soit autour du col et pour que le travail d'accouchement ne soit pas douloureux. Et c'est scientifiquement démontré. Si nous prenons Sidofé, il faudrait, comme on le disait tout à l'heure, que non seulement on mette les données qualitatives et les données quantitatives qui font déjà, mais il faut qu'on ajoute les données qualitatives et prendre en compte les violences émergentes dont on a parlé ce soir. Par rapport au patriarcat médical,
dans le domaine de la santé, il faudrait que les gynécologues et les sages-femmes comprennent qu'ils doivent travailler main dans la main. Ils sont tous des agents médicaux. Et là, je rebondis pour dire qu'on a besoin d'une législation parce que la loi sur la corporation de la sage-femme date de 1973 et est actuellement vétuste. Donc, il faudrait quand même qu'on repense cette loi en tenant compte de tout ce qui se passe, en y intégrant les pratiques alternatives et en montrant que la profession de sage-femme est une profession médicale, mais aussi une profession autonome, pour que les sages-femmes puissent faire quand même de l'accouchement sans violence. Le domaine de la sage-femme, c'est l'accouchement naturel. On ne doit pas donner une prédilection et faire beaucoup de césariennes abusives et autres. Donc, c'est suffisamment important. Avant que je ne finisse, il n'y a aucune loi qui parle de violence obstétricale et gynécologique au Bénin. Et quand nous prenons la loi de 2012, c'est seulement l'alinéa 3 de l'article 2 qui parle de la période d'accouchement, qui est une période très lapse, c'est à peine 5 minutes. Mais tout ce qui se passe durant la grossesse, durant le travail d'accouchement et durant les suites de couches ne sont pas prises en charge. Du coup, les magistrats avec lesquels j'ai travaillé disent que tant que ce n'est pas légalisé, tant qu'il n'y a pas une loi, au plan pénal, c'est difficile de réprimer. Donc, il reste à faire en matière de législation par rapport aux violences émergentes. Il en est de même pour les violences afférentes à la mauvaise gestion de l'hygiène mensuelle. C'est vrai que la loi sur l'hygiène publique de 2022 a abordé brièvement l'infrastructure, mais là, le côté douleur, la dysménorrhée et autres n'ont pas été prises en compte. Les taquineries, les brimades, comment gérer, est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il faut faire des causeries, tout ça, ça n'a pas été abordé. Donc, il y a des choses à refaire. Par rapport aux violences faites au fœtus, personne n'en parle. C'est totalement invisibilisé. Et ce n'est pas bien. Le fœtus a le droit d'être protégé, le naissant, etc. Merci beaucoup, Madame Nonoro, pour toutes ces précisions. La moisson a été abondante en ce qui concerne les leviers sur lesquels nous devons travailler. La masculinité positive qui a tantôt été évoquée, l'éducation inclusive, nous devons éduquer les filles et les garçons à la base de la même façon. L'institutionnalisation du monitoring, vous l'avez tantôt évoqué, la vulgarisation des tests de loi, les actions de sensibilisation, de formation, aussi bien à l'endroit des prestataires de santé qu'à l'endroit des femmes elles-mêmes pour qu'elles puissent prendre conscience de leurs droits et pouvoir les revendiquer. L'actualisation des tests de loi et la législation, bien sûr, sur les violences obstétricales et la mise en pratique des principes d'actes, si j'ai bien noté, l'autonomisation holistique des femmes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous avons également des participants et participantes qui sont là et qui réagissent dans le chat. Je pense que je vais me tourner vers nos participantes et nos participants qui ont des questions à poser. Je vais faire un tour rapidement dans le chat. Merci à... Je vois déjà Monsieur Roger Sahi et qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Roger. Comment la Fondation Batanga compte-t-elle communiquer efficacement pour la vulgarisation de la masculinité positive, qui pour moi est une des clés pour réduire les violences relatives au genre? Je sais que la directrice pays de la Fondation Batanga est là. Et si elle me le permet, je voudrais bien lui laisser la parole pour réagir sur la question de Monsieur Roger Saï. Madame la directrice pays. Madame la directrice pays. Bon, Madame la directrice pays n'est pas là. En attendant que Madame la directrice pays ne... J'avais juste oublié de réactiver mon micro. Merci. Je répète la question de Monsieur Saïd. Comment la Fondation Batanga compte-t-elle communiquer efficacement pour la vulgarisation de la masculinité positive, qui pour moi est une des clés pour réduire les violences relatives au genre? Monsieur Anatole l'avait tantôt évoqué. Merci, Madame la directrice. Merci beaucoup. Je crois que Monsieur Anatole a déjà répondu à cette question et je voudrais remercier nos très brillants panélistes pour
toutes les informations, toutes les approches de solutions qu'ils et elles ont apportées au cours de ce webinaire. À la Fondation Batonga, nous sommes convaincus qu'en travaillant comme avec les hommes et les garçons, comme alliés en soutien aux femmes, nous pourrons réduire fondamentalement les inégalités de genre. Nous voulons remercier aussi toutes les participants et tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire, n'est-ce pas? Et vous-même, la modératrice, Madame Florence Bio-Idrissou, pour dire que les discussions continuent, vos idées, vos partages d'expériences sont les bienvenus. Ce webinaire est enregistré et vous sera envoyé, sera diffusé aussi sur les canaux sociaux de la Fondation Batonga. Restons toutes et tous mobilisés et engagés pour mettre fin à toutes les formes de violence, que ce soit envers les filles et les femmes des grandes villes, mais aussi et surtout les filles et les femmes en milieu rural. Merci. Merci. Merci, Madame la directrice. Et il y a encore quelques questions et commentaires. Et là, je me tourne vers la question de Monsieur, excusez-moi si je prononce mal, Madame Crispine Nguena de la RDC. Merci d'être avec nous. Et la question, c'est au regard du tableau dressé, puis la situation a de ressemblances près. Quelle est la position des organisations internationales? Donc, là, je me tourne vers M. Anato pour répondre à cette question. Et donc, quelle est la position des organisations internationales, donc, pour avoir des plans solides au niveau de l'Afrique, surtout sur, bon, en matière de vulgarisation de lois et de leur application? Monsieur Anatole, je ne sais pas si vous avez saisi la question. Quelle est la position des organisations internationales de façon générale, donc, et qu'est-ce qui peut être fait en termes de plan solide pour avoir un plan solide au niveau même de l'Afrique pour la vulgarisation des lois et leur application? Monsieur Anatole, je vous laisse réagir sur cette question. Ok, merci beaucoup à la participante Christine qui a posé cette question. Les organisations internationales sont conscientes de ce tableau que nous avons tous ensemble peint cet après-midi par rapport à ces violences que subissent les femmes. Et c'est pour ça que dans nos plans stratégiques, nous avons des axes programmatiques qui abordent ces problématiques. Dans le domaine de la santé, nous accompagnons les gouvernements des pays dans lesquels nous intervenons, n'est-ce pas, à renforcer le système de santé à travers des appuis financiers, des appuis techniques, et nous finançons aussi, pourquoi pas, des formations à l'extérieur. Et un plaidoyer sera nécessaire pour disponibiliser un plan solide comme vous le demandez, à la taille de la région ou de l'Afrique. Lorsque nous allons nous retrouver dans des consortia, nous allons échanger. Mais le problème, c'est que parfois, les organisations internationales ne sont pas toujours invitées à la table de ces décisions qui sont prises par le gouvernement. Et quand les plans sont élaborés, on vient nous voir pour que nous les accompagnions à financer ces plans. C'est là un peu là où le bas blesse. Sinon, les organisations internationales sont très conscientes de ce tableau sombre, et nous travaillons à améliorer la situation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anatole. Je continue avec un commentaire de Monsieur Domiho Aimé Yedenou qui dit: j'aimerais passer par ce canal pour faire un éclaircissement sur la responsabilité incombant au système de soins santé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais il est important de ne pas circonscrire le système de santé d'un pays aux prestataires et professionnels de santé. Il faut le voir comme non seulement, oui, les prestataires de soins, aussi bien en quantité et en qualité, les infrastructures sanitaires disponibles, la chaîne politique, État, ministère de la Santé et même les autorités de régulation de la santé.
Cette vue permet de voir le problème dans sa globalité afin d'agir efficacement. Merci, monsieur. Aidez-nous pour ce point que nous notons. Merci. Il y a également d'autres interventions dont celle de monsieur Roland Legbanon qui dit il faut également penser à doter les centres de santé de ressources humaines suffisantes. C'est bien noté, merci. Nous sommes très d'accord avec Madame Yeke Chalana qui dit bravo pénaliste, très beau sujet qui mérite une large diffusion. Nous espérons avoir l'enregistrement de ce webinaire. Nous comptons sur l'appui technique qui est avec nous et on la partagera avec tout le monde. Monsieur Brice Aroyonvi, merci d'y participer. Nous remercions les panélistes pour cette thématique très importante avec toutes ces informations partagées pour comprendre le mécanisme et le dispositif existant et les divers droits rappelés dans le domaine. Quels conseils pourrons-nous donner aux femmes pour sauver leur vie et celle de leur bébé quand elles ont le malheur au moment critique de tomber sur des agents de santé indélicats comme celui cité dans le témoignage présenté dans ce webinaire. Merci pour cette question pertinente et je voudrais me tourner vers Madame Nonorou pour répondre à cette préoccupation de Monsieur Aroyon. Ok, merci Madame la modératrice. Je remercie Monsieur Aroyonvi qui a posé la question et il a vraiment raison. Déjà, je voudrais dire, avant 2021, non seulement au Bénin, mais aussi dans 10 pays d'Afrique francophone, et pour que les femmes et qu'on puisse toucher les Air-Sapiens de ces pays ou du Bénin. Vous m'entendez? Et ça coupe par moment, mais vous pouvez reprendre, on vous entend maintenant. OK. Maintenant que nous avons eu la chance au Bénin et qu'il y a l'Institut national de la femme, je voudrais déjà, à des difficultés, l'Institut est leur institut. Il y a le numéro 51. Elles peuvent laisser des audios ou des écrits et ce permettra de rappeler au niveau du système de santé, quand on sait dans quel hôpital ça se passe ou dans quelle maternité ça se passe, de savoir ce qui se passe et ça limite les dégâts. Donc déjà, ce sont les solutions que je peux proposer. L'autre chose, nous avons des ONG qui s'intéressent aussi à la question. Donc, facile aussi aux femmes de poser leurs problèmes au niveau de ces ONG pour que les différents acteurs des ONG puissent agir avec les professionnels de santé, les de l'INF et les acteurs des CIPEC de VBG ou d'approche de solutions. Merci beaucoup, Madame Nonorou. Je vous prie de bien vouloir nous envoyer le numéro que vous avez communiqué dans le chat parce qu'on vous a perdu à un moment donné. Et il y a une deuxième question qui vous a été spécifiquement adressée par Madame Jessica Sekbe, excusez-moi si je prononce mal, par Docteur Jessica, depuis le Cameroun. Les violences citées, ça je l'adresse à Madame Nonorou, les violences citées au cours du débat concernent-elles uniquement les femmes rurales? C'est la première question. Et qu'est-ce qui est fait concrètement contre la stigmatisation de la femme rurale et santé mentale? Je reprends la question, ces deux questions que Dr. Jessica a posées. La première, c'est est-ce que ces violences dont nous venons de parler concernent uniquement les femmes en milieu rural? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est fait de façon concrète contre la stigmatisation? Je n'ai pas entendu la première. Est-ce que c'est un débat qui concerne uniquement les femmes rurales? C'est la première question. J'espère que vous m'avez entendu. Madame Nonorou, je vous laisse réagir. La question des VGO et des autres violences émergentes concerne toutes les femmes. C'est vrai que la thématique de loi concerne les femmes et les filles en milieu rural. Mais quand on parle de violence gynécologique et obstétricale,
toutes les femmes, qu'elles soient en milieu rural, sont victimes de VGO. Merci beaucoup, Madame Nonorou. Vous m'entendez? Maintenant, oui. OK, merci beaucoup. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui est fait de façon concrète par rapport à la stigmatisation des femmes en milieu rural? Par rapport à la stigmatisation liée au, je voudrais me rassurer. Oui, la stigmatisation des femmes en milieu rural. Déjà, en milieu urbain, il y a trop de difficultés. Les VGO ont été omises en fait. Les VGO ont été... Si vous allez dans les institutions ou les sites de prise en charge, qu'il s'agisse des CIPEC VBG ou qu'il s'agisse des autres institutions, vous n'allez pas avoir une traçabilité de VGO. C'est maintenant que nous luttons. Si déjà en milieu humain, personne n'en parle, ce n'est pas en milieu rural où la femme même ne sait même pas qu'elle est victime de VGO qu'on puisse en parler. Je pense que par la grâce divine, à partir de 2024, le chemin sera autre. Et c'est d'ailleurs sollicite la Fondation Batonga pour ce webinaire où nous avons retenu que la thématique violence émergente, les gens n'ont pas le courage d'aborder cette thématique. Donc, concrètement, rien n'est encore sincère et honnête. Merci beaucoup, Madame Nonorou, pour cette réponse sincère et honnête. Comme vous l'avez tantôt dit, nous avons largement dépassé le temps imparti pour ce webinaire. Les discussions ont été très intéressantes. Je voudrais ici remercier les panélistes pour la qualité de leur intervention, également les participants et participantes pour la qualité des questions qui ont été posées, des commentaires qui ont été faits et des différentes interventions. Et je voudrais, avant de revenir à la directrice pays pour lui donner la parole à chaque panéliste pour vos mots de fin. Et je me tourne d'abord vers Madame Nonorou, avec qui je reste d'abord pour votre mot de fin. Mon mot de fin, je l'ai déjà commencé en remerciant très sincèrement la Fondation Batonga et en remerciant de façon exceptionnelle la directrice pays, sans oublier vous, Madame la modératrice, vous avez été très restée en contact tout le temps. En tant qu'activiste des droits humains, j'étais très solide. C'est vrai que j'ai eu de la résilience, ça n'a pas été facile. Être à la fois sage-femme et juriste, on n'est aimé nulle part. Mais nous nous sommes dit, ce type de vie faisait la lutte dans l'ombre. Mais maintenant que la Fondation nous... Il y a d'autres panélistes qui s'intéressent au domaine, les participants aussi sont d'accord que nous menons cette lutte. Je pense que déjà gagné. Il s'agira vraiment de réfléchir aux différentes stratégies à mettre en place à partir de 2024 et peut-être à faire un suivi évaluation trimestrielle ou semestrielle pour d'où nous avons quitté ou où est-ce que nous allions. Donc, l'état des lieux est vraiment important. Faire un état des lieux au premier trimestre 2023, je pense que nous allons essayer de révéler les sages-femmes humanistes qui sont expérimentés, qui ont beaucoup d'autres connaissances à partager, mais qui ont patriarcat médical, qui voudraient rester dans le lance, de nous comprendre que les VGO, les violences afférentes à la question de l'hygiène menstruelle, sont invisibilisées, ne sont pas prises en compte, parce que là, elles seront priorisées pour qu'on puisse atteindre réellement et les ODD. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment, Madame Nonorou. Je rappelle que vous êtes sage-femme et consultante en droits humains. Merci beaucoup d'être restée avec nous. Oui, voilà, des VGO spécifiquement. Merci d'être restée avec nous. Je me tourne vers Madame Mocho pour votre mot de fin. Merci d'ouvrir votre vidéo. Déjà, vous remercier pour aussi pour l'invitation. Je crois qu'on a déjà commencé par libérer la parole
C'est dire que c'est vrai que c'est un sujet, j'aime le dire qu'on ne peut que l'introduire parce qu'il y a tellement de défis liés à ça qu'on a tous l'obligation en tant qu'activiste, en tant que défenseur des droits humains, tout simplement de s'y travailler. Et donc, je crois que je parlerai peut-être, je ne sais pas vous dire en termes de prochaines étapes, etc., mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser tous les acteurs qui sont intéressés déjà par le sujet, les mobiliser pour qu'il y ait déjà un début de discours commun, de stratégie commune, pouvant nous permettre, pourquoi pas, arriver en 2024 avec des assises au niveau national pour se pencher spécifiquement sur le sujet. Je crois qu'on a toutes et tous intérêt à ce que les choses, à partir de maintenant, commencent à bouger dans ce sens-là pour le bonheur de toutes les filles, de toutes les femmes du Bénin. Et je vous remercie. Merci également, Madame Mocho, experte en SDSR, genre et inclusion sociale et directrice exécutive de ROAGEF Bénin. Monsieur Anato, notre genre, champion du genre. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Merci beaucoup, Madame Vio Idrissou. Une fois encore, merci à la Fondation Batonga de nous avoir associés à cet espace de discussion avec nos participants qui sont restés en ligne avec nous. Merci infiniment. CARE est très ouverte en tant qu'organisation à collaborer avec Batonga pour que nous fassions front commun pour lutter contre les inégalités de genre et travailler à promouvoir les droits des femmes et lutter partout où besoin est contre les inégalités liées au genre. Une fois encore, merci. Merci infiniment à Monsieur Modeste Anato, champion du genre à CARE International, actuellement assistant au directeur de programme et de mobilisation de ressources à CARE. Je m'en vais tout doucement donner la parole à Madame la directrice TI pour son mot de fin avant qu'on ne passe à la synthèse et à la clôture de l'atelier et bien sûr à la photo de famille. Madame la directrice TI, je voudrais très respectueusement vous inviter à prendre la parole pour vos mots. Merci, Madame la modératrice. Au nom de tous les participants et participantes à ce webinaire et au nom de la Fondation Batonga, je voudrais dire un sincère merci à nos illustres panélistes qui sont des experts et expertes de la question pour leurs idées, pour leurs contributions. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui sont restées avec nous sur ce webinaire. Alors que nous sommes en train de clore cette campagne de 16 jours d'activisme contre toutes les violences faites aux femmes, je voudrais inviter chacune et chacun de nous à prendre des engagements pour mettre fin à toutes les formes de violence. J'ai entendu ce soir des expressions très intéressantes, le patriarcat médical. J'ai entendu parler de l'infantilisation du corps de la femme. Et j'ai entendu que l'action commence par la parole. Je crois que la parole est libérée ce soir et on ne doit pas avoir honte de dénoncer une violence, quelle qu'elle soit. Notre lutte contre toutes les formes de violence doit se faire aussi dans une approche intersectionnelle en prenant en compte les filles et les femmes en milieu rural qui ne savent même pas qu'elles sont victimes de violences et qui, même lorsqu'elles le savent, n'ont pas toutes les chances de prise en charge que les autres filles et femmes ont. Et aucune femme ne doit être laissée pour compte. Aucune fille ne doit être laissée pour compte. Tant qu'il y aura encore des filles et des femmes victimes de violences, nous devrons agir collectivement. Et la Fondation Batonga est très ouverte à toutes les idées qui ont été émises ici ce soir. J'ai retenu l'idée d'avoir des assises nationales pour parler des violences obstétricales et gynécologiques, pour parler des violences liées à l'hygiène, à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle qui limitent les filles et les femmes, pour parler de comment on peut libérer les filles et les femmes de ces traumatismes qu'elles vivent en voulant perpétuer le cycle de la vie par la santé sexuelle et reproductive. Chaque fille et chaque femme de notre pays, qu'elle soit en milieu urbain ou en milieu rural, a le droit à une santé, à des soins de santé de qualité.
Chaque fille, chaque femme a le droit à des soins de santé de qualité et nous devons prévenir la survenue de ces violences. Comme l'a dit l'une des panélistes, même lorsque vous sanctionnez un agent de santé, la femme qui est décédée par négligence ou par erreur ne reviendra pas à la vie. Et la vie des filles et des femmes compte. La vie des filles et des femmes rurales au Bénin compte, est très précieuse pour nous à la Fondation Batonga et nous devons d'œuvrer donc pour lever le voile sur ces formes de violence qu'elles subissent afin que des solutions puissent être trouvées. Lorsqu'on ne nomme pas une violence, on ne peut pas la prendre en charge. C'est heureux que les omissions faites par rapport à ce type de violence soient corrigées dans les mois à venir. Nous saluons tout le travail qui est fait par l'Institut national de la femme, par le ministère en charge de la famille, mais c'est aussi à chacune de nous et à chacun de nous d'œuvrer, soit par la dénonciation, soit par des conseils, soit par des contacts. Mettons toutes les opportunités, toutes les chances du côté des filles et des femmes pour sauver leur vie, pour leur donner le droit de vivre une vie saine et épanouie, pour un monde plus sain, pour un monde plus sûr pour nos filles et nos femmes. Engageons-nous contre toutes les formes de violence. Merci à vous et on reste mobilisés dans l'action en attendant le prochain webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin. Et nous voilà vraiment au terme de ce webinaire sur les violences émergentes, notamment les violences gynécologiques, obstétricales, les violences liées à la mauvaise gestion de la menstruation, les violences faites au fœtus pour ne citer que celles-ci. Et je voudrais très sincèrement, de mon rôle de modératrice, remercier tout le monde, les panélistes, toutes les participantes et participants pour votre engagement, pour votre participation, pour la richesse des débats tout au long de ce webinaire. Retenons juste que les violences laissent des conséquences traumatisantes dans la vie de nos filles et des femmes en général, mais particulièrement dans la vie de celles des filles et des femmes que nous retrouvons en milieu rural et qui ont difficilement accès aux services de prise en charge holistique dont elles ont besoin. Et les solutions dont nous avons débattu lors de ce webinaire pour lutter contre ces violences ne sont pas hors de notre portée. Et chacune et chacun de nous a un rôle important à jouer. Et donc, il faudra que nous mutualisions nos énergies, nos ressources et que nous investissions pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est ce faisant, comme la directrice l'a dit tout à l'heure, que nous pouvons bâtir tous et tout ensemble plus sûr, plus sain et plus équitable dans lequel toutes les filles et toutes les femmes peuvent s'épanouir. Pour plus d'informations sur la Fondation Batonga, vous pouvez consulter notre site www.batongafoundation.org ou nous rejoindre sur tous nos médias sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter. Merci beaucoup et à la prochaine. Et la photo de famille, allumons les Ah caméras. oui, je vous prie d'allumer vos caméras pour la photo de famille. Merci beaucoup, Monsieur Modeste, Madame Moncho, les participantes et les participants qui le participants et désirent. participantes. Un instant. Vous pouvez allumer vos caméras pour ceux et celles qui le désirent. Et la technique nous fera la photo de famille. Nous avons oublié de remercier nos techniciens de l'ombre. Absolument. Boris. Merci beaucoup, Boris, Natacha. Yeah. Merci pour votre appui. C'est bon, Boris, pour la photo de famille? C'est bon? Oui, je compte pour moi, c'est bon. C'est bon, madame. Merci. beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, mais